Exercice 5.3, localisation goniométrique et instantanée. Alors quand on dit goniométrique, ça veut dire qu'on se localise uniquement par des mesures d'angle et non pas par des mesures de distance. Puisque principalement on se localise en robotique soit par des mesures d'angle, comme c'est le cas lorsqu'on a des caméras, ou des mesures de distance ou pseudo-distance, comme c'est le cas du GPS. Alors, c'est une localisation aussi instantanée parce qu'on ne va pas faire un observateur d'état qui intègre dans le temps, mais on va uniquement utiliser la valeur de ce qu'on mesure, des capteurs, mais aussi leurs dérivés. Donc, comme la connaissance de leurs dérivés peut, les dérivés d'un signal peuvent être considérés comme connus si on connaît le signal sur un temps infiniment court, on peut qualifier cette localisation d'instantané. Alors bien évidemment, comme on a du bruit de mesure, ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais au moins ça montre que d'un point de vue théorique, c'est possible de se localiser. Donc c'est très utilisé pour l'étude en identifiabilité d'un système. Alors là, on a un robot qui est décrit par des équations d'état que l'on voit ici. Alors, x, y, ça correspond à la position du robot, θ, c'est le cap, et v, c'est sa vitesse. Alors, on a un petit dessin ici qui nous explique. Ici, on voit un robot qui a une forme de bateau. On n'a pas mis des roues cette fois-là. Un petit gouvernail qui lui permet de tourner, qui exprime qu'on peut tourner. Les degrés de liberté, c'est x, y, donc la position du centre de robot. θ, le cap. Et puis la vitesse, bon, elle n'est pas représentée ici, mais c'est une des variables d'état. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a une caméra, ou n'importe quel capteur de type goniométrique. Ici, une caméra omnidirectionnelle qui va lui permettre de voir un amère. Alors ici, il y a un seul amère qu'on a appelé M. Donc, on va avoir ici un capteur extéroceptif, donc la caméra. Pourquoi extéroceptif? Parce qu'elle permet de prendre des informations sur l'environnement. Et des capteurs proprioceptifs, qui sont uniquement internes au robot, qui lui permettent, alors ici des odomètres, qui lui permettent de mesurer la vitesse. La boussole, qui est considérée comme proprioceptive parce qu'elle est interne au robot et non pas vraiment en interaction avec l'environnement, donc on la qualifie souvent de proprioceptive. La boussole qui permet d'avoir θ. Et puis des accéléromètres qui permettent d'avoir l'accélération U2, donc la dérivée de la vitesse. Et puis un gyroscope qui est aussi un capteur inertiel qui nous permet d'avoir la vitesse de rotation. Donc tout ça, c'est des capteurs proprioceptifs, inertiels, odométrie pour la vitesse, et puis un capteur extéroceptif. Alors une fois qu'on a exposé le problème, on vous demande de simuler ce système où on a un robot qui tourne autour de l'amère M. Alors, comme c'est un amère, M, on connaît sa position. Alors déjà, dans une première simulation, avant même de faire la localisation, on va supposer il va falloir générer dans la simulation alpha, donc l'angle avec lequel on voit la mer, mais aussi les dérivés. Alors on est dans une situation idéale où il n'y a pas de bruit, mais on va supposer qu'on a alpha point. Alors c'est ce qui pourrait correspondre dans le cas où on a des caméras au flux optique. On a la boussole, les capteurs proprioceptifs. Et alors, pour générer alpha, on vous demande d'utiliser la fonction arctangente 2 à 2 arguments. Et on va avoir pour générer alpha point, les dérivés de arctangente 2. Bon, je me mets sous ma table. Je vais faire une fonction, alors mon programme, que je vais appeler logbot. Pourquoi? Parce que sur le dessin, ça ressemble à un bateau. Et puis on comprend bien que la mer M, ça pourrait correspondre à un phare. Et on mesure l'angle entre le bateau et le phare. Donc c'est pour ça que je log comme localisation et boat comme bateau. Alors voilà, je vais tout mettre là-dedans.
Alors, pour commencer, dans mon programme principal, je vais mettre déjà une fonction d'initialisation. Bon, init, je ne suis pas obligé de le mettre, ça, mais ça permet d'avoir la fenêtre en grand. C'est là-dedans que je mets toutes mes fonctions d'initialisation, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais faire un vecteur d'état, la condition initiale, que je vais appeler alors x. Alors x 0, y 0. Pour l'angle θ, je vais mettre 0. Une vitesse, bon, je vais mettre 1 pour la vitesse. Voilà, ça, c'est l'état initial. Et puis, une fois que j'ai ça, bah, je vais essayer déjà de le tracer, juste pour voir ce que ça donne. Alors, j'efface l'écran, je mets mes axes, axes. Alors, pour les axes, je vais mettre à une scène de moins 50 pour xmin, 50 pour xmax, pour ymin, moins 50, et 50 pour ymax. Je vais me mettre en mode carré, pour pas que les échelles suivant le x soient différentes des échelles suivant y. Puis le hold on, pour pas qu'il fasse tout au fur et à mesure. Voilà. Bon, une fois que j'ai fait cette initialisation, ben, je vais utiliser une fonction drawTank. Alors tank, c'est comme un modèle char, hein, qui me dessine un robot qui est là. On ne voit pas trop ce que ça signifie ici, c'est pas le rôle. Ça prend un motif qui est donné par une matrice, et puis ça me le trace. Alors, ici, juste pour essayer, je vais faire un drawTank qui va me dessiner mon bateau. Puis je vais le dessiner par exemple en bleu. Bon, une fois que j'ai ça, je le lance. Voilà, il m'a dessiné mon bateau avec des roues du coup, comme un modèle char, en 0,0, cap 0. Et puis, il a une vitesse, mais ça ne se voit pas. Alors, une fois que j'ai ça, ben, dans ma simulation, il va falloir que je le fasse bouger. Alors, pour le faire bouger, c'est un peu toujours la même méthode. On va utiliser une... alors, je ferme ça. Je vais utiliser une méthode de l'air. Alors, pour ça, je fais une boucle for t égale 0 jusqu'à dt. Alors, au début, pendant un temps de 1 seconde. Bon, je ne mets pas trop parce qu'après, pour arrêter le programme, 1 seconde, lorsque je contrôle le programme, c'est très bien. Alors, une fois que j'ai ça, ben, je vais devoir faire évoluer mon vecteur d'état. Pour faire évoluer le vecteur d'état, je fais le nouveau x, c'est l'ancien, plus dt, fois f de x, u. Ensuite, je vais faire un drawNow, pour qu'il évite de tout m'afficher à la fin. Et puis le n du fond. Bon, une fois que j'ai ça, ben, je n'ai pas à programmer. Alors le dt, il n'a toujours pas été défini. dt, c'est la période d'échantillonnage, je vais donc la définir ici. Je vais mettre dt égale, normalement c'est un pas assez petit, je vais mettre 0,1. C'est petit devant les constantes de temps de mon système. Je vais donc ici devoir programmer ma fonction d'évolution. C'est ce que je vais faire ici. Donc je vais faire une sous-fonction, function. Je vais l'appeler x point, x dot. Donc la dérivée de x est égale à f de x, u. U, c'est l'entrée. Alors, θ, le cap, c'est quoi? Ça correspond à x de 3, la troisième composante du vecteur d'état. La vitesse, c'est x de 4. Alors, v, c'est x de 4. Ensuite, je vais faire x dot est égal à quoi? Alors là, je reprends les équations d'état qui me sont données
ici. Alors, c'était donné ici. Et je vais les programmer. Donc, V cos θ, V sin θ, U1, U2. V fois cos θ. V sin θ. Ensuite, il y avait U de 1, U de 2. Mais j'ai toujours pas défini, bien sûr, le U de 1 et U de 2 lors de l'appel. Donc là, ça arrive. Donc je ferme ma fonction. Et puis ici, au début, je vais lui demander, par exemple, U1. Alors, U1, il correspond, comme on le voit ici, à la vitesse angulaire. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais faire tourner. Je vais mettre U égale, je le fais tourner tout doucement. 0,1, comme c'est positif, il devrait tourner dans le sens direct trigonométrique. Et 0, je ne le fais pas accélérer. Alors, bon, ici c'est point virgule, pour que ça me fasse un vecteur colonne, pour que ce soit compatible ici. Je le lance. Là, il s'est mis un petit peu à tourner. Je le relance pour qu'on le voit sur 10 secondes, pour qu'on le voit un peu mieux tourner en avançant. Bon, voilà, il tourne sur la gauche comme prévu dans le sens direct trigonométrique. Alors, je vais continuer mon programme. On me demande de placer un amer. L'amer, je vais l'initialiser ici, il ne bouge pas. M, il vaut. Alors, je vais le placer un peu n'importe où, mais dans la scène, donc il faut que ce soit compris entre moins 50, plus 50, pour que je puisse le voir. Mettons que je le mette en 6, 7. Ouais, ces coordonnées, donc je les connais. Puis une fois que j'ai ça, je vais essayer de le dessiner. Donc à ce niveau-là, par exemple, je vais faire plot. Première composante, deuxième composante, puis je vais la repérer par une étoile rouge. Donc je me replace dans la situation sur un dessin. Alors je vais refaire le dessin. Ici on a le robot, le centre du robot. X, Y, les coordonnées du robot. Ici, hop, on a l'angle θ, le cap du robot. Là, on a un amer. Et on voit cet amer. Le robot le voit dans son repère avec un angle alpha. Donc il va falloir générer sur le programme cet angle alpha. Alors, si je fais alpha plus bêta correspondra à cet angle. Alors si je prends cet angle-là, par rapport à l'horizontale, c'est alpha plus bêta. Ça correspond à ce qu'on appelle alpha plus θ. C'est ce qu'on appelle l'azimut par rapport à une position de référence. Alors que alpha, ça correspondrait plus à ce qu'on appelle le gisement, et θ, c'est le cap. Donc, pour information, θ, c'est le cap. Alpha, le gisement. Et alpha plus bêta, plus θ, c'est l'azimut. Voilà. Donc ça correspond à la mer M. On va pouvoir écrire nos équations.
Alors, alpha plus bêta. L'angle d'azimut. Ben, en fait, ça correspond à l'arc-tangente 2 entre M et la position du robot. C'est-à-dire arc-tangente 2 de YM moins Y, XM moins X. Alors peut-être un petit rappel sur arc-tangente 2. Si je considère ici alors je vais refaire un petit repère. Si je considère un point ici qui a pour coordonnées x et y, cet angle-là, que j'appelle θ, c'est arc-tangente 2. L'arc-tangente a deux arguments de y virgule x. Alors pourquoi on l'a créé celle-là, arc-tangente 2? Bon. Pourquoi est-ce qu'on l'a créé cette arc-tangente 2 avec deux arguments? C'est parce que le arc-tangente classique, qui pourrait dire que c'est arc-tangente de y divisé par x, il est ambigu par moment. En effet, si je multiplie par moins 1 le numérateur et le dénominateur, ce qui revient tout simplement à prendre le point M et à le mettre de l'autre côté, ben, ça ne va pas changer le résultat de l'arc-tangente classique. Mais dans l'arc-tangente 2, ça va influencer. Alors, je vais montrer ça tout de suite sous MATLAB. Si je fais arc-tangente 2 de arc-tangente 2 de 1,1, eh bien, il me sort pi sur 4. Si je fais arc-tangente 2 de moins 1, moins 1, il me sort pi plus pi sur 4. Donc attention, c'est pas... vous voyez, il a fait la différence. Alors que si j'avais fait arc-tangente de 1 divisé par 1, là il me sort toujours pi sur 4. Mais si j'avais mis moins 1, moins 1, l'arc-tangente à un seul argument n'aurait pas vu la différence. Et c'est cette ambiguïté qui est levée par arc-tangente 2. Alors, je reviens à mon problème. J'ai ça, et je vais le dériver. Et je vais obtenir alpha point égale bêta point. Alors là, je passe l'autre de l'autre côté. Moins bêta point plus, eh ben, je vais faire la dérivée de cette quantité-là par rapport au temps. Donc, il va falloir que je dérive arc-tangente par rapport au premier argument, puis par rapport au deuxième argument. Ben, c'est ce que j'ai là. C'est rappelé ici. Voilà les dérivées des arcs-tangentes. Par rapport au premier, puis par rapport au second argument. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc il va falloir que je commence par celui-là, pour dériver par rapport à A, le premier argument, puis par rapport à B. C'est ce que je vais faire ici. Alors, ici, je vais donc avoir moins, alors moins YM moins Y. Alors, divisé par, alors je vais avoir XM moins X carré. Donc ça, c'est ce qui correspond à A au carré plus B au carré. Plus YM moins Y au carré. Voilà pour le premier.
Alors ensuite, si je forme une matrice, une ligne de colonnes qui correspond des ronds arctangentes par rapport au premier, puis par rapport au deuxième. Donc ici, je vais obtenir xm moins x. Et le dénominateur, ça va être la même chose à droite qu'à gauche. Voilà. Et puis ici, je vais le multiplier par les dérivés par rapport au temps des deux arguments. C'est-à-dire x.m moins x point, y.m moins y. Point. Voilà. Alors, cette quantité-là, c'est alpha point qui m'intéresse. Parce que je vais avoir besoin d'alpha point comme demandé dans l'exercice. Alors, cette quantité-là que j'ai encore appelée bêta, c'est pas bêta, c'est θ. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai encore appelé θ. Ici, c'est θ point. Alors, je vais essayer de gommer ça. Voilà, là, c'est θ. Le cap est θ point. Donc, cette quantité-là, c'est U1. Cette quantité-là, alors x.m, si mon amère ne bouge pas, c'est 0, mais il peut bouger. Bon, pour l'instant, dans une première étape, je vais supposer qu'il ne bouge pas, mais je peux le faire bouger. Ici, x point, d'après mes équations d'état, ça correspond à v cos θ. Et celui-là, ça correspond à v sin θ. Enfin, quoi qu'il arrive, même si la mer bouge, la mer, je suis censé connaître sa position, mais aussi son évolution. Sinon, ce n'est pas un amère. Donc, je connais tout sur la mer. Donc, x.m, y.m sont connus. Tout le reste est connu. Et donc, je peux arriver, U1 est connu, il est mesuré par un gyro. Donc, je peux en déduire alpha point au moins sur simulation. Puisque lors de ma simulation, je connais x point, y point. Mais ensuite, j'utiliserai le alpha point pour me localiser. Donc, c'est ce que je vais faire ici lors de ma simulation. Je vais créer une fonction d'évolution. À ce niveau-là. Bon, je vais faire y égale ma fonction d'observation, excusez-moi, c'est une fonction g qui dépend de mon état x, de u, de mon amère et de la dérivée de la mer que je suis censé connaître. Alors, si je suppose qu'il ne bouge pas, je vais mettre dm égale euh, 0, 0. Alors, je vais devoir programmer ma fonction g. C'est ce que je vais faire ici. Function y égale g de x, u, m, dm. End. Le sinus θ, je vais le noter dans une variable sinus de x de 3. Bon, c'est une variable intermédiaire pour que ça me prenne moins de place après.
Pour éviter les erreurs entre toutes les parenthèses, je préfère les mettre dans des variables intermédiaires. Cos θ, je nomme ct. Alors je crée un vecteur v. Le vecteur v, bon, je fais un vecteur, une variable intermédiaire qui correspond à ça. Et cette variable, je vais l'appeler v. C'est une variable temporaire dans mon programme. V, il correspond donc à la mer moins la position x de 1, xy, donc x de 1, 2 points. Maintenant, alpha. Alpha, ça va correspondre à moins x de 3, moins l'angle, enfin plus l'angle, que me forme V. Alors, en ce qui concerne cette fonction angle, bon, c'est tout simplement l'angle d'un vecteur. Bon, ça utilise arctangente de U de 2, U de 1, donc ça aurait pu suffire, j'aurais pu mettre celui-là. Ça aurait pu suffire. Alors, bon, s'il existe un deuxième vecteur, elle va me renvoyer l'angle entre les deux vecteurs, mais ici, comme V n'existe pas, il va me renvoyer l'arctangente de classique. Je préfère l'utiliser parce que sinon je suis obligé de le décomposer en deux, c'est plus bon. Alors, je reviens là. La dérivée de alpha. C'est celle que je viens d'énoncer ici. Alpha point. C'est moins U1 plus cette quantité-là. Donc cette quantité-là, ça correspond à la dérivée de V. Alors, d alpha, ça correspond à moins U de 1 plus, alors je commence par diviser par la norme de V. En effet, ici, ce que vous voyez ici, alors, excusez-moi, je change la taille. Donc, ce qu'on a ici, c'est la norme de ce que je viens d'appeler V, qui correspond à ça, au carré. Je reviens là. Donc ici, c'est U de 1 plus, alors je divise par la norme de V. 1 divisé par la norme de V au carré, multiplié par, alors je mets 3 petits points parce que j'ai un religne. Alors, dm 2, la deuxième coordonnée, moins x de 4 fois sinus θ. Alors x de 4, ça correspond à ma vitesse, moins v de 2, la deuxième composante de v, multiplié par dm de 2 moins x de 4 multiplié par cos θ. Voilà, point virgule. Et donc, qu'est-ce que va me renvoyer ma fonction d'observation? Elle va me renvoyer d'abord alpha. Elle va me renvoyer d alpha. Elle
va me renvoyer x de 3 qui correspond à θ, la boussole, et par les odomètres, la vitesse du véhicule. Voilà ce dont je dispose. Alors ici, il me sort un problème de parenthèse. À cet endroit-là. Alors, j'essaye de comprendre. Ah oui, alors ici, en effet, multiplié par... Oui, déjà, il me manque le V de 1. Multiplié. Alors, je vais rendre un peu plus propre. Voilà. Voilà pour ma fonction G. Alors, Y est donné par ça, je le mesure. Et puis, on me demande aussi dans l'énoncé de rajouter un petit bruit. Alors, un petit bruit blanc. Alors, pour l'instant, je vais peut-être pas de rajouter de bruit, mais ici, bon, il va falloir que je rajoute après Y plus un bruit. Alors, un bruit petit, pour l'instant, je vais mettre peut-être quelque chose de minuscule, multiplié par un bruit gaussien. Alors, je vais rajouter à tout le monde, à θ, alpha, alpha point. Donc ici, je vais mettre size de Y. Donc, je rajoute un petit nombre aléatoire qui correspond à un bruit blanc, comme c'est demandé dans l'exercice. Alors, dans la deuxième question, on doit faire un système de localisation instantanée pour le robot. Donc, on va pouvoir utiliser toutes les données capteurs et alpha point. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, on va repartir de cette figure-là et on va écrire les équations, l'équation de mesure. Alors, pour l'équation de mesure, on remarque que les deux vecteurs, alors deuxième question, les deux vecteurs xm moins x, ym moins y, et donc ça correspond à ce qu'on a appelé v à un moment. Ce vecteur-là est le vecteur directeur de l'azimut, c'est-à-dire cos de θ plus alpha sin de θ plus alpha, ces deux vecteurs sont collinéaires. Ce qui signifie que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. C'est ce qui va nous donner l'équation de droite, qui va nous donner l'équation de mesure. Alors, j'écris ça, ça c'est égal à 0. C'est équivalent à dire que xm moins x multiplié par sinus de θ plus alpha moins ym moins y multiplié par cosinus de θ plus alpha, donc ça correspond au déterminant, est égal à 0. Alors, puisqu'on a un seul amer, pour pouvoir se localiser, il va falloir qu'on calcule la dérivée de cette relation. Alors, en dérivant, donc je prends cette équation-là, et je dérive d sur dt. En faisant ça, j'obtiens x.m moins x point multiplié par sinus de θ plus alpha plus
Alors, je dérive un produit, donc ici je vais me retrouver xm moins x multiplié par la dérivée du sinus. Donc je dérive des bords qui est à l'intérieur, donc θ point plus alpha point, multiplié la dérivée du sinus, c'est cosinus, θ plus alpha. Donc voilà, j'ai dérivé le premier terme. Ensuite, le deuxième terme, je vais donc avoir un moins. La dérivée de cette quantité-là, c'est x point m moins y, multiplié par cosinus de θ plus alpha. Je dérive maintenant le cosinus, donc il va me rester, puisque la dérivée du cosinus c'est moins sinus, ça va me faire un plus. Ym moins y, multiplié par θ point plus alpha point, multiplié par sinus de θ plus alpha. Et cette dérivée est aussi égale à 0. Ainsi, je vais avoir deux équations qui vont me permettre, à partir d'un seul amère, de retrouver x et y. Donc, ça, c'est ma première équation. Là, c'est la première équation. Et ça, c'est la deuxième équation. Cette première équation est linéaire en x et en y, puisque je rappelle que θ... Alors, qu'est-ce qui est mesuré là-dedans? Je rappelle, θ est connu par la boussole, alpha est connu par la caméra, et les positions de la mer sont connues. De même, les dérivés, je sais comment bouge la mer. Ça, c'est connu, ça, c'est connu, ça, c'est connu, c'est connu, c'est connu. Donc, vous comprenez que ce qui va me rester comme inconnu, ça va être x, y, et je vais avoir un système de deux équations à deux inconnus, x, ici, excusez-moi, x est là, y est là, attention, ils sont inconnus, et le x point, il est connu, dans le sens où je rappelle que x point, c'est v cos θ. Alors, et le y point qui est là, excusez-moi, il y a un point là, cette quantité-là, c'est v sin θ. Donc ça, c'est connu en fait. Donc, je vais isoler x et y, j'obtiens un système linéaire, et je vais réécrire sous forme linéaire, et je vais isoler x et y. J'en déduis donc que xy égale, je vais prendre la matrice qui les caractérise. Donc alors là, ça me donnait une matrice que je vais donc devoir inverser. Et la matrice qui les multiplie, ça va être, alors pour x, pour la première équation, je vais avoir cette quantité-là. Pour y, je vais avoir cette quantité-là, c'est en ce qui concerne ce qui vont bien multiplier x et y. Pour x, ben, je vais avoir cette quantité-là. Alors, donc, si je l'isole, c'est pas forcément, je vais obtenir une relation de ce type-là. Donc, il faudrait le faire à la main. Les calculs ne sont pas si compliqués que ça. Mais je vais me retrouver ici avec un sinus de θ plus alpha, cos de θ plus alpha, moins cos de θ plus alpha. Donc, il suffit d'isoler x et y. Hein. Sinus de θ plus alpha. Maintenant, ça, je vais multiplier par une deuxième matrice. Qui, moins ym, xm, xm moins y.m moins v sin θ,
le tout divisé par θ point plus alpha point. Et ici, je vais me retrouver avec ym. Attention, la séparation, elle est là. Ici, je vais me retrouver avec ym. Plus x.m moins v cos θ, le tout divisé par θ point plus alpha point. Et multiplié par, ici je vais me retrouver cos de θ plus alpha, sin de θ plus alpha. Alors bon, là j'étais peut-être un peu vite, mais bon, il faut faire le calcul à la main. Il n'est pas si compliqué que ça. Mais je vais devoir coder ça sous MATLAB. Pour pouvoir faire ma localisation, il va falloir que je retrouve x et y. Donc ma localisation, je vais l'appeler function p hat, comme la position, p hat, chapeau, égale localisation. Et je vais lui rentrer quoi? Je vais lui rentrer u, je lui rentre y, que je connais, je vais lui rentrer m, et je vais lui rentrer dm. End. Alors maintenant, je vais avoir alpha. Je rappelle que alpha, c'est la première composante de y. La dérivée de alpha, c'était la deuxième composante de y. Θ, c'était la troisième composante de y. Le cap. Et puis, j'avais la vitesse v, qui était la quatrième composante de y. Voilà tout ce qui était mesuré. Donc, je préfère, pour ne pas m'en mêler, les rappeler ici. Donc, je suis en train de les renommer. Maintenant, on voit bien que le θ plus alpha, il apparaît, enfin, oui, le θ plus alpha, il apparaît un peu partout. Donc, je vais l'appeler bêta, cet angle, qui est l'angle d'azimut. Bêta, c'est θ plus alpha. La dérivée de bêta, donc c'est alpha point qui intervient aussi, d bêta, c'est égal, ça va correspondre à u de 1. U de 1 qui est la dérivée de alpha, plus d alpha. Et puis ensuite, je vais recopier la formule que je viens de montrer ici, qui va me donner x chapeau. Alors, cette quantité-là, qui est là, c'est celle que j'appelle p hat, chapeau. Ici, on voit le bêta qui intervient partout. Ici, alors à nouveau le bêta. Et puis ici, on voit au dénominateur le bêta point. Voilà, donc c'est cela, c'est le d bêta, ce que je viens d'appeler d bêta. Donc on les retrouve. Je reviens sous MATLAB et je vais dire que p chapeau, p hat, égale. Alors ici, il y avait la première matrice. La première matrice, c'était sinus de bêta, cos de bêta. Ensuite, il y avait moins cos de bêta et sinus de bêta. Donc ça, c'était ma première matrice. Je les multiplie. Sur la ligne, ma deuxième matrice. Ma deuxième matrice, il y avait moins m de 2, m de 1, m de 1 moins, alors ici j'avais dm
V fois sinus θ divisé par d bêta ensuite j'avais m de 2 plus, alors ici j'avais dm de 1 moins v fois cos θ divisé par d bêta. Et enfin multiplié par le dernier vecteur, qui valait cos bêta sin bêta. Alors ici, bon, il me met une erreur, j'enlève ça. Et une fois que, pour pouvoir voir la localisation, il va falloir que je l'appelle, déjà. Donc je vais l'appeler dans mon programme principal. Et puis ici, juste après avoir généré le y, je vais faire p hat égale loc. C'est là que je vais me localiser. Alors j'envoie quoi à la localisation? J'envoie u, y, m et dm. Donc il vaut 0, mais après il peut bouger. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir le dessiner. Donc je vais faire un plot de p hat de 1 p hat de 2, puis je vais le dessiner par exemple avec un plus, et puis je vais le mettre en magenta. En espérant qu'il va arriver à se localiser. Alors ici déjà, il me souligne le point virgule normal. Et puis ici, il manque une parenthèse. Voilà. Il me le souligne plus. Je vais peut-être mettre une simulation un peu plus longue, par exemple 20 secondes. Et je le laisse tourner. Et on voit en effet que la croix rouge correspond à la position du robot. Donc il a réussi à se localiser. Alors si je mets un peu plus longtemps, par exemple 100, puis je vais rajouter un peu plus de bruit. Alors j'enlève un 0. Je le relance. Alors on voit que la croix commence à trembler. Mais bon, ça va à peu près, il arrive relativement à bien se localiser. Alors là, un peu moins bien se localiser, c'est-à-dire il y a des zones où il peut moins bien se localiser qu'ailleurs. Donc la méthode, elle va bien fonctionner, mais il ne faut pas avoir trop de bruit. Alors, maintenant, on peut aussi se placer dans une configuration où la mer bouge. Alors, si la mer bouge, il va falloir que je le mette, par exemple, ici. Alors, par exemple, je vais dire m égale, s'il bouge, ça va me changer m et dm. Donc la mer bouge, par exemple, je vais dire plus sinus de t. Donc là, il bouge. Allez, je vais mettre plus 2 fois sinus de t. Puis là, je vais le faire bouger suivant une ellipse. Plus 3 fois cos de t. Voilà un exemple. Si j'ai ça, la dérivée pour dm, je vais avoir la dérivée de sinus, c'est cosinus. Le 2, et puis
Bon, la dérivée de 7, c'est 0. Puis ici, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins 3 sinus de t. Si je fais ça, la mer va bouger. Je le lance. Alors on voit en effet qu'il arrive relativement bien à se localiser, sachant que la mer est en train de tourner, qu'on mesure l'angle de la mer, mais aussi la dérivée temporelle de alpha. Si je rajoute un peu plus de bruit, on va le voir. Hop, ah bah oui, alors là, j'avais pas de bruit du tout. Si je rajoute un peu de bruit, alors bon, on commence à le voir trembloter. Et par moment, en effet, il y a des singularités qui se produisent, probablement lorsque alpha point égale 0, et on le voit, la localisation ne se passe pas forcément très bien. Alors, maintenant, on suppose qu'on n'a pas d'odomètre, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas V. Alors, oui, donc c'est la question numéro 3. Comment est-ce qu'en utilisant la même approche, comment est-ce qu'on peut faire une localisation? Ben, il va nous manquer une information qui est l'information de vitesse. Et la seule façon de l'avoir, c'est en prenant l'équation qu'on a ici. Alors cette équation, qui est là, l'équation 1. Quand on l'avait dérivée, on avait obtenu l'équation 2. Et en dérivant, on arrive à avoir accès à une information qui nous manquait. C'est-à-dire, on avait une inconnue, enfin deux inconnues qui étaient x et y, et il nous fallait deux équations. La deuxième équation, on l'a obtenue en dérivant. Si maintenant, la vitesse v, alors qui est importante puisqu'elle est là et là, mais elle apparaît aussi de façon linéaire. Si jamais on ne la connaît pas, dans ce cas-là, on va avoir trois inconnus. On va avoir x, y comme inconnu, mais v aussi. Donc, il va nous falloir à nouveau dériver une troisième fois cette deuxième équation pour obtenir trois équations et donc trois inconnus. De cette façon, on arrivera à isoler non plus x et y, mais x, y et v. Donc c'est la même méthode. Sauf qu'à chaque fois qu'on dérive, on va avoir du bruit le bruit qui va être difficile à filtrer, et on ne va pas être très précis. Mais parfois, c'est la seule méthode dont on va disposer si on n'a pas assez de mesures pour arriver à se localiser, et tout du moins d'un point de vue théorique, on montre que le problème est identifiable. Donc on ne nous demandait pas de le faire dans cet exercice. Alors, il y a aussi possibilité, si on arrive à le faire théoriquement, on peut arriver par des méthodes plus efficaces qu'on verra après, comme un filtre de Kalman, arriver à procéder à une localisation propre, même lorsqu'on a du bruit. Mais là, on ne peut pas le faire ici, on n'a pas encore vu le filtre de Kalman. Alors la dernière question qu'on ne va pas faire ici, c'est qu'on a deux robots, les robots RA et RB, qui se voient les uns les autres, qui se voient l'un l'autre, comme c'est expliqué ici. Et s'ils sont capables de communiquer par Wi-Fi, on va être capable de regrouper les équations de l'un puis de l'autre et arriver, par la méthode qu'on vient d'expliquer, arriver à effectuer une localisation.